je suis arrivé à la cryptozoologie? Certains se rappelleront sûrement que dans les années 90, fin de 80, 1980, début de 90, les journaux et les médias de la région ont fait mention de long et en large de découvertes de fossiles qui dérangeaient beaucoup la science établie. Donc, en 89, j'ai préparé un dossier. Un dossier qui s'est appelé « Premier voyage au cœur de la pierre ». Ce dossier de 100 quelques pages a été présenté au Congrès international en 91 sur les empreintes, c'est-à-dire sur les vertébrés inférieurs. Dans ce premier document, j'ai présenté aussi des empreintes fossiles que j'avais découvertes dans la région de Montréal, à Saint-Hermas. Après la présentation de ces empreintes et des fossiles au Congrès, mentionné déjà, c'est que je me suis surtout intéressé par la suite aux empreintes fossiles pour démontrer puis essayer de comprendre la vie de 530 millions d'années. Pour démontrer le travail, j'ai préparé un projet avec une équipe de recherche, le docteur Jean-Claude Duclos, entre autres, qui était mon assistant à Montréal, qui était le vice-président de la Société de paléontologie du Québec, qui m'a donné un bon coup de main aussi, Paul Garneau, et ainsi de suite, peu importe. On était 4-5, et on a mis sur pied un projet dans lequel on faisait marcher un émeu dans un couloir, et l'idée, c'était de recueillir les empreintes en plâtre pour comprendre la démarche de l'émeu et en comparaison avec les dinosaures. Donc, ce travail-là, une fois terminé et démontré que tout ça, mes méthodes fonctionnaient, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté ça au premier congrès des Amériques en Argentine, en 98, où j'ai présenté la méthodologie de travail. Cette méthodologie-là consistait, avec des méthodes relativement simples, c'est-à-dire des coupes de plâtre en 3 dimensions, on coupait. Donc, si je prends une empreinte ici pour démontrer un petit peu, ici, dans un moulage, j'ai placé le centre du talon, qui est le point de charge de l'animal. On a tracé des lignes montrant les doigts de pied, le centre des doigts de pied, et l'idée est la suivante, c'est qu'une fois tracé comme ça, on prend une scie à ruban, on coupe, on dépose ça sur un papier, et on étudie les profondeurs de chaque orteil, ce qui nous permet de travailler en 3D. Et par la suite, on fait une coupe en transversale, la même procédure, on coupe, on met sur un papier, et on commence à étudier en 3D. Donc, ces méthodes, à cause de ces méthodes et mon expérience s'accumulant, j'ai été demandé en 1990 par mon ami Georges Boisvert du lac Memphremagog, que je mentionnais tantôt, de regarder des empreintes, d'étudier des empreintes qui venaient d'être faites sur le bord du lac Memphremagog. Et dans le temps, les photos avaient été prises par Mme Malloy du lac Memphremagog, du côté américain surtout. Elle demeure là, au Vermont. Et les empreintes avaient été trouvées, pour faire une histoire courte, les empreintes ont été trouvées par des scouts qui étaient venus voir Mme Malloy, qui s'intéressaient ce que je mentionnais au phénomène lacustre, de l'animal lacustre du lac Memphremagog, et lui ont montré les empreintes. Bon, dans ce cas ici, Mme Malloy a photographié, elle a mesuré, elle a pris des données. Même Jacques Boisvert m'a fait parvenir du sable. Et ça nous a permis de voir le poids et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, ben, ça serait intéressant d'avoir des plâtres et tout ça. Donc, Christian Page, qui avait fait venir des plâtres, et l'Université de Washington a fourni un plâtre qui était celui-ci.
Et cette empreinte ressemble à ceux trouvés au lac Memphremagog. Donc, c'est extrêmement impressionnant comme empreinte. On va chercher 45 cm. 45 cm, ça commence à être une empreinte. Et moi, j'ai abordé le problème en disant, ben, ça va être drôle à démontrer le faux. Ben, malheureusement, je n'ai pas pu démontrer le faux. Quand je dis malheureusement, pour les gens dont ça aurait fait l'affaire. Et de là, en comparant, je me suis vite aperçu qu'il y avait vraiment du sérieux dans tout ça. Donc, je me suis renseigné, j'ai commencé à lire des documents, j'ai pris contact avec des scientifiques américains, dont l'anthropologue de l'Université de Washington, Grover Krantz. J'ai lu ces documents, le plâtre, j'ai examiné le plâtre, j'ai fait la technique de frottis, des coupes, et j'ai étudié ça avec un orthopédiste, spécialiste de la mécanique du pied. Ce plâtre qui fait 18 pouces, si vous marchez avec ça, vous ne ferez pas des pas de 40 pouces. Et naturellement, le principe de la raquette, c'est-à-dire que si vous pesez 200 livres, vous ne descendrez pas dans la terre ou le sable une profondeur de 3/4 de pouce ou 1 pouce de profond. Ces pattes d'ours empaillées que le Parc national m'ont passé, gracieusement, c'est que j'ai utilisé ces pattes pour faire des moulages dans le sable. Et quand on regarde ces empreintes, oui, effectivement, ce sont des empreintes d'ours. Mais l'ours ne vivait pas. Parce que si je comparerais, par exemple, les deux pieds gauche ou les deux pieds arrière ensemble, je m'apercevrais qu'il n'y a aucune modification dans l'organisation des orteils. C'est-à-dire, les orteils n'ont pas bougé, puis la profondeur est toujours la même. Donc, on a des vraies empreintes d'ours, seulement une fausse piste d'ours. Donc, ces deux empreintes qui viennent de l'Université de Washington, donc je peux me fier à la provenance, ces deux empreintes, dis-je, c'est le pied gauche et le pied droit de l'animal. Donc, si je prends ça et je fais des moulages dans le sable, c'est-à-dire je rentre le pied, je prends le pied, ce pied-ci, je mets dans le sable et puis j'embarque dessus pour faire une profondeur. Après ça, je fais la même chose à 36 pouces de distance, en ligne droite, je fais l'autre pied, puis ainsi de suite. Et encore là, la même procédure que dans le cas de l'ours. Si je prends des photos de la piste, puis je compare deux pieds gauche ou les deux pieds droites, je vais m'apercevoir que les empreintes des orteils n'ont jamais bougé. Une chose importante. On dit, oui, mais on devrait trouver des os. Ben oui, mais moi, je demande aux gens qui nous écoutent, combien de fois vous avez trouvé des os? D'ours, de chevreuil, d'orignal. Rarement. Donc, le fait de ne pas voir ou de ne pas trouver d'os ne prouve pas qu'il n'y a rien. Ça ne veut dire qu'on ne les trouve pas. Point. Le premier cas au Québec où on a des faits, on a des moulages. Je suis allé moi-même sur place voir les empreintes. Il y avait 3 sites. Le site A, où l'empreinte, le moulage a été fait. Le site B, où on avait des empreintes qui étaient plus grandes. Le premier site, c'était une empreinte de 14 pouces. Donc, si on regarde l'empreinte ici, maintenant, quand on regarde le site B,
ici, nous avons un moulage de Bosberg fait par Grover Krantz de l'Université de Washington, anthropologue, en 1969 à Bosberg, dans l'État de Washington. Cette empreinte fait 18 pouces. Donc, si on prend ça ici, cette empreinte-là, et on la compare, ce qu'on peut voir sur l'écran, on voit le moulage de Bosberg, on voit les empreintes ici. Et les deux photos sont répétées. Sauf que dans une des photos, j'ai souligné en bleu les os que l'on peut voir sur le moulage de Bosberg. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est dans le site B. Dans le site C, on a des empreintes plus petites, de 10 pouces. Et ces empreintes de 10 pouces, si on regarde à l'écran, on fait une comparaison avec le cas dans le parc Umatilla, dans l'État de Washington. Ça a été pris par Jeff Meldrum, anatomiste de l'Université d'Idaho. Et on voit la photo qui a été prise, l'empreinte fait 13 pouces et demi. Et celle des Monts-Valin fait 10 pouces. On peut s'apercevoir, si on observe le moindrement, qu'on s'aperçoit que deux animaux similaires, dans deux endroits différents, dans des temps différents, ont une mécanique. C'est-à-dire que le sol a travaillé de la même façon face à l'animal. On voit une similitude dans les deux. Vous ne trouvez pas ça curieux qu'on ait, dans un site A, une empreinte de 14 pouces, pas une, des empreintes de 14 pouces, dans le site B, des empreintes de 18 pouces, dans le site C, et tout ça dans un territoire à peu près de 3 km. On a affaire probablement à une famille complète. Comment on doit aborder tout ça? C'est qu'on doit se poser la question, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il s'agit d'un animal vivant? Il faut faire la preuve de ça. Comment on fait la preuve de ça? Par la méthode de frottis, par les coupes et l'analyse du moulage. Est-ce qu'on voit des os? Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'on voit une mécanique? Oui. Bon, ben, c'est un animal qui vit. Maintenant, quand on compare ça avec d'autres animaux ailleurs, étudiés par d'autres scientifiques, ces autres scientifiques-là appellent ce phénomène-là, ces traces-là, ils les attribuent au Bigfoot. Bien, je n'ai pas le choix de mentionner qu'on a affaire au cas du Bigfoot. Et ça, c'est le premier cas étoffé au Québec. Vraiment avec des preuves. Tu sais, parce que, comme vous mentionnez, les gens disent « Oui, mais vous n'avez jamais de preuves. » Oui, mais là, on en a des preuves. Il faut les étudier, les preuves. Bon, donc, quand on regarde le moulage, ici, j'ai passé le crayon. Comme on a déjà vu, on passe le crayon sur le plâtre et regardez ce qui nous semble être 3 doigts. On s'aperçoit qu'il y a vraiment 2 doigts d'orteil pris ensemble, un peu comme ceci, embarqués une sur l'autre. Et ici, le même phénomène pour ces deux-là. Donc, si je passe le crayon dessus, je m'aperçois qu'on a effectivement, on n'a pas affaire à un animal à 3 orteils, comme ça nous semble, seulement plutôt à 5 orteils. Et ce phénomène, on retrouve ce phénomène de regroupement d'orteils chez certains individus humains aussi. En plus, si on regarde la grosse orteil, ici, il y a une déformation. Ce qu'on appelle couramment un oignon. Ce qui est intéressant, c'est que, voyez-vous, on a des similitudes avec l'homme au niveau de l'organisation de l'os, c'est-à-dire des protubérances, un oignon qu'on appelle en vulgaire langage, et des regroupements d'orteils. Bon, si on regarde un frottis de contour, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est A. Dans A, on voit très bien les orteils regroupés et on voit l'espèce de déformation de la grosse orteil. En B,
On voit l'étude ostéologique, c'est-à-dire que si on passe le crayon, on voit très bien les os. On a une preuve extrêmement intéressante d'un animal qui a laissé une trace. Écoutez, c'est des animaux ça, qui vivent dehors, nu-pieds. Ça se pourrait-tu qu'ils ont des problèmes de pieds? Tu sais? Puis c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, on n'a pas idée à quoi ça peut ressembler trop. Seulement, en tout cas, on a des moulages. Et comme je mentionnais, c'est que si on compare avec d'autres animaux, bien là, on s'aperçoit qu'il y a des similitudes. Un des aspects de l'étude aussi, c'est l'étude comparative des empreintes, c'est-à-dire des coupes. Comme je mentionnais déjà, on fait des coupes longitudinales et transversales, sans rentrer dans les détails. Seulement, on peut comparer ces coupes-là avec d'autres coupes d'autres animaux. Une chose de sûre, c'est que l'animal ici en question, qui a laissé cette trace, semble avoir encore une espèce d'arche de pied, seulement même si c'est affaissé un peu, seulement on voit qu'il y a quand même une courbe dans le pied. La coupe du talon nous indique bien, la coupe C nous indique bien qu'on n'a pas à faire à un pied qui est tout à fait plat. Ce qu'on verra tantôt, par exemple, à comparer avec ici, où on a affaire, dans ce cas ici, puis vous allez comprendre qu'un animal ayant un pied de cette dimension-là, vous allez comprendre qu'il doit peser un certain poids, et puis qu'il n'y a pas d'arche de pied qui peut résister à ça. Donc, il faut, logiquement parlant, qu'il soit un pied plat. Le cas du Vermont est extrêmement intéressant aussi parce qu'on a des empreintes photographiées par Mme Malloy et ces empreintes, dans le sable, on a plusieurs photos, dont 3 photos du pied droit de l'animal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on remarque les 3 photos du pied droit, D1, D2 et D3, c'est toujours le même pied droit du même animal au Vermont, en juillet 90. Donc, quand on regarde ces 3 photos, c'est qu'on peut observer dans D1, le pied droit, l'animal a mis son pied droit sur une branche. Ensuite de ça, dans D2, il a marché dans un sol mou. Et dans D3, il a marché dans un sol plus dur. Donc, ici, on a une preuve, en plus de l'os qu'on peut voir dans ces empreintes, on peut voir qu'il y a eu une mécanique. Ça a bougé, les os ont bougé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés selon le type de sol et selon la branche. Donc, si on avait affaire à des faux, d'abord, on l'aurait démontré facilement, puis ensuite de ça, c'est qu'on n'aurait pas cette mécanique-là. Et quand on regarde la photo gauche, le pied gauche, dans le même type de sol, c'est-à-dire un sol dur, on a une similitude du gauche et du droit dans le même type de sol. Voyez-vous, on a des os, on a une mécanique, ben on n'a pas le choix de dire que c'est un animal qui vit. La même chose pour le cas du Saguenay, les Monts-Valin. En terminant ce dossier du Vermont, c'est que j'ai fait un exercice, on a des photos prises en 1996 dans l'État de Washington, le parc national, et j'ai fait des contours. En rouge, l'empreinte fait 13 pouces et 3 quarts. Dans le haut, l'empreinte du Vermont qu'on vient de voir fait 18 pouces. Je trace en bleu et je mets en superposition. Et la superposition nous indique la similitude, un sur l'autre, on s'aperçoit qu'il y a une concordance. Voyez-vous, pour une empreinte de 13 pouces et demi, on le réduit de la même façon, puis on s'aperçoit que c'est pareil. Ici, au niveau du talon, on voit 2 formes un peu ovales, avec une coupe dans le centre, c'est-à-dire une forme ronde avec une espèce de ligne coupée dans le centre, comme ça. Donc, cette forme-là revient un peu partout. Si on le vérifie au niveau, par exemple, des moulages en tant que tels, faisons un exercice simple.
Je prends le cas des Monts Valin. On pose un papier dessus et on passe le crayon pour voir, voyez-vous, bon, cette forme-là, on voit bien la forme mentionnée. Et si je compare avec le Vermont, en D2, on peut voir une similarité au niveau de la forme. Voyons un autre cas. Le cas de Californie. Ça, c'est le fameux film, la femelle qu'on voit dans le fameux film. Puis, je vais faire le même exercice sur le talon. Donc, je dépose, je fais le contour et on voit encore la même forme, ou semblable. On voit des formes similaires. Donc, ici, on a le Saguenay, on a Californie 1967. Si on regarde avec l'éclairage de surface, on va essayer de voir. Voyez-vous la forme du talon? On le voit très bien, le cercle ici. En juin, ça prend une certaine habitude, là, quand même. Il demeure qu'on voit. Donc, voyez-vous, ici, on a un moulage fait par Peterson et Gimlin en 1967 en Californie. 3 endroits différents. Le Vermont, 1990, photo de Mme Malloy, le moulage d'un technicien de la forêt au Saguenay, dans les Monts Valin, septembre 2001, et la Californie, 1967. Ici, on a un moulage 18 pouces. Puis là, je vous ferai remarquer, c'est toutes des grandeurs, c'est-à-dire qu'on a des grandeurs, on a Vermont, c'est 18 pouces, celle-ci, c'est 18 pouces. Et regardez, elle est plus facile à voir. Si on voit, si on l'observe, ici, on voit plus cette forme. Et quand on fait un frottis, sur le talon, toujours sur le talon, on fait le contour. Bon. Et on voit cette forme. Donc, on peut le voir sur le frottis de surface. Ce frottis qui a été fait sur ce moulage de Bosburn, ce qui est intéressant, là, on peut voir même les textures de la peau. Et on voit, voyez-vous, on voit les textures de la peau, on voit assez bien le fameux cercle divisé en deux. Et là, on a affaire en 1969 sur un moulage fait par un anthropologue. Et ce qui est intéressant dans ce cas ici, c'est que on a une étude ostéologique de cette empreinte faite par 3 individus différents, 3 scientifiques. Ici, on a un orthopédiste. A, c'est un orthopédiste qui a fait partant du frottis. Donc, si je prends le frottis, et on voit les os aussi. Ici, là, on voit l'os carré. Après, on voit l'os ici. Bon, voyez-vous l'os? Et l'orthopédiste en question a mis une feuille transparente sur le frottis, puis il a fait l'étude. Il nous a tracé tous les os que l'on voit. Comment peut-on avoir à l'idée que tout ça, c'est faux? Parce que vous ne pensez pas que ça commence à faire beaucoup trop de similitudes entre... Je reviens parce que quand on fait des éclairages de surface, bon, je ne sais pas, avec un éclairage de surface exactement ici,
Bon, regardez, on peut voir, suivez à peu près mon doigt, et on peut voir l'os, ici. Bon. Et si on regarde le petit orteil, ici, regardez, il est encore plus marqué. L'os, il est très bien défini ici. Puis chaque os comme ça, on peut le définir. Puis par méthode de frottis, c'est ça que ça permet. Donc, ces preuves d'os sont vraiment la preuve d'un animal qui vit. Dans le cas de Boswell aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend toujours ce plâtre, on fait une coupe au niveau du talon et on dépose ça sur le papier pour montrer. On s'aperçoit ici que l'intérieur du pied, il est plus profond que l'extérieur. Autrement dit, c'est un animal qui a un pied plat. Au lieu d'avoir une charge dans le centre du pied, la charge est déplacée vers l'intérieur. Donc, au lieu d'user la semelle uniforme, la charge étant là, le pied est comme ça, incliné vers l'intérieur. Et quand vous regardez une semelle de quelqu'un qui a un pied plat, comme je mentionnais, c'est que vous allez voir que la semelle est beaucoup plus usée vers l'intérieur. Il faut que les orteils soient écartés vers l'extérieur, de façon à stabiliser le pied. Si vous marchez à l'intérieur comme ça, il faut que les orteils soient comme ça. Et quand on regarde le frottis, ici, on s'aperçoit que l'orientation des orteils est en éventail. Et ça, c'est un autre point extrêmement important. Donc, au niveau des empreintes, moi je pense que si on avait un catalogue d'empreintes, ça serait extrêmement intéressant de voir les similitudes. Ce qu'il faut regarder quand vous voyez des empreintes en photo, c'est de chercher ce fameux cercle que je mentionnais. Le fameux cercle là, qui nous montre ces cercles-là au niveau du talon. Ici, on a un moulage qui date de 2002. C'est une empreinte qui a été photographiée et moulée en Asie. Et si on regarde comme il faut le talon, on voit ce fameux cercle au niveau du talon. Ce cercle-là est la première approche pour voir l'authenticité d'une empreinte de Bigfoot, ou de Sasquatch, ou de Yeti. L'empreinte en bas, on voit ma main en superposition avec un moulage d'une main qui a été pris aux États-Unis. Et on voit la différence dans la grandeur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que on a les pieds, on a les mains. Et j'ai eu à étudier, à mon avis, quand je regarde les dossiers que je connais, à mon avis, je suis à peu près le seul qui a des moulages des mains, de la main gauche et de la main droite du même animal qui vient du nord de l'Ontario. Et on peut voir à l'écran le moulage et le frottis de contour qui nous montre les grands doigts et le pouce. Le pouce est assez évident dans la photo ici. Quand on regarde la photo, on voit assez bien l'empreinte du pouce, très bien marquée, et la griffe. Ensuite de ça, si on regarde la main gauche, bon, on voit que le moulage nous montre surtout le centre de la main et la partie basse des doigts. Et le frottis nous révèle, ce qui est extrêmement intéressant, les os de la main. Donc, les pieds, les mains. On a trouvé aussi au Népal, en Chine, un peu partout, des poils. Les poils ont été analysés, une équipe anglaise dernièrement encore. Donc, ils ont analysé les poils trouvés, et les poils trouvés révèlent
qu'on a affaire à une espèce de primate supérieur. Vous avez vu probablement, en tout cas plusieurs parmi vous, ont vu le fameux film de Californie. Bon, l'histoire est la suivante, c'est qu'en 67, Peterson et Gimlin sont allés à cheval et ils ont filmé en 16 mm un animal qui correspondrait à ce qu'on appelle le Bigfoot. Donc, je vous ai montré les plâtres. Ce plâtre ici vient de ce film, c'est-à-dire pas du film seulement, l'animal a laissé des empreintes et ce sont des copies de ces empreintes. Donc, dans le film, on voit l'animal qui marche et on voit à un moment donné une image dans le film où on voit le pied à la grandeur. Donc, si vous regardez à l'écran, cette image est reproduite ici et on voit le pied. Donc, le pied ici, on sait qu'il fait 14 pouces, parce qu'on a un moulage. Donc, ce moulage, si on regarde, on dit la dimension qu'on voit à la photo fait 14 pouces et demi. 14 pouces et demi, cette dimension-là fait combien de fois la hauteur de ce qu'on voit là? Donc, ça donne un animal d'autour de 78 pouces, à peu près. Et quand on considère que l'animal a le dos courbé comme ça, et si on le met droit, ben on va chercher un 4-5 pouces. Donc, c'est un animal qui fait à peu près 7 pieds. Maintenant, faisons un autre exercice. On sait que celui de Buzzbird, qui est l'empreinte de 18 pouces au lieu de 14 pouces, au lieu de mettre 14 pouces dans la dimension du pied que je vois, je calcule 18 pouces. Et là, je dis, il y a combien de fois 18 pouces dans la grandeur qu'il y a là? Et ça me donne un animal qui ferait autour de 115 pouces, presque 10 pieds. Et on peut croire, à cause des dimensions du pied, que le cas de Buzzbird, on aurait affaire à un mâle. Et ce qui est intéressant dans le cas de Buzzbird, c'est que l'animal avait un pied beau, avait un pied infirme. Dans le cas de Californie, c'est très net, l'animal, c'est une femelle. Donc, on a quand même des données importantes. En plus, vous vous souvenez du cas du Vermont? On a fait venir du sable du Vermont, on est allé en laboratoire de génie civil et on a fait une compaction de sol, puis on a regardé les possibilités de poids. Et ça donne un animal autour de 600 à 800 livres, disons 700, 750 livres. Bon, donc, on aura pour un pied de 14 pouces, 18 pouces, c'est-à-dire, dans le cas du Vermont, c'était 18 pouces, donc l'animal ferait un poids autour de 900 livres. Et si on prend, disons 700, 750 livres, divisé par 18, ce qui donne 43, 43 livres par pouce de longueur de pied, multiplié par 14 pour le cas de Californie, ça nous ferait une femelle qui pèserait autour de 580 livres. Oui, mais vit où? Généralement, dans les lieux loin des civilisations, en montagne, près des lacs. Regardons ici les photos des monts Valin. Les monts Valin, à 74 km dans le bois, près des lacs, de grands lacs importants. Les monts Valin, pour les gens qui nous écoutent, c'est la chaîne de montagnes qui part de Tadoussac en allant vers Alma, au Saguenay. Donc, il y a une similitude. Et au Québec, on a compilé les données des différents récits. Je suis rendu à 24 récits sérieux. Et quand on regarde la carte du Québec, on a quelques récits en Mauricie
et ça se situe dans les montagnes, dans la région de Grand-Mère, les lacs des Piles, le zoo de Saint-Édouard. Donc, vous voyez, en montagne, près de lacs, où il y a peu de civilisation. On a un récit extrêmement intéressant le 28 décembre 2001, en Outaouais, entre autres, qui est extrêmement intéressant, parce que le monsieur en question, monsieur D, je vais l'appeler, parce qu'il ne veut pas donner son nom, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, les gens veulent plus faire rire d'eux. Donc, il m'a raconté que à 11 h du soir, il a vu un animal, pensant que c'était un individu marchant debout sur le long de la route, et à un moment donné, il a ralenti pour voir si la personne n'avait pas besoin. Il s'est aperçu que l'animal a fait un saut à plein milieu de la route, et il s'est écrasé, accroupi, un peu comme un gorille, et qu'il a regardé, et après ça, il a fait un jump d'à peu près une dizaine de pieds. Et ça, c'est extrêmement important. Puis quand il l'a vu, il était peut-être à 150 pieds de l'animal, éclairant avec ses phares d'auto. Donc, il a eu le temps de voir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit-là a été rapporté aussi par 5 personnes dans la région d'Otis, au Saguenay. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. En terminant, dans les récits au Québec, vous connaissez tous Pierre Esprit Radisson, en 1660, raconte qu'un animal, la grosseur d'un ours, lui aurait tiré des roches. On peut voir à l'écran un peu ce que ça pouvait donner. Donc, un ours n'est pas arrangé pour tirer des roches. Donc, ces comportements reviennent souvent, comme ces comportements accroupis. Il y a différents phénomènes comme ça qui reviennent régulièrement. Donc, les comportements, les récits sérieux, moi je pense qu'il faut... Qu'est-ce qui fait qu'un récit devient sérieux pour moi? C'est les similitudes. Les gens nous racontent des choses. Puis au téléphone, les gens peuvent difficilement mentir parce qu'on sent le souffle, on sent le chaud. Donc moi je pense qu'il ne faut pas se gêner pour nous dire si vous avez vu des phénomènes semblables. Et vous pourrez voir à l'écran le email, le courrier électronique, si vous voulez m'écrire et me passer des commentaires sur les émissions ou tout ça. Merci. La science, moi je pense que c'est le devoir d'un scientifique, c'est d'aller voir et pas de se convaincre avant d'aller sur le terrain, de dire il n'y en a pas, puis on sait que, puis on sait que, puis on sait que. Donc, c'est de dire pourquoi je n'irai pas voir. Puis mon point de vue de ce côté-là, c'est ce qui m'est arrivé au niveau de l'expérience de recherche, c'est que je me suis dit, si je n'allais pas voir, puis les gens ont raison, je viendrais tout de suite passer à côté d'une découverte importante.